cœur de l'impénétrable forêt équatoriale du Gabon, une poignée de volontaires se bat sans relâche. Leur mission, sauver et protéger des espèces animales menacées d'extinction. Leur objectif, la conservation de la biodiversité. Ils s'appellent Bass, Manassé, Augustin, Marc ou Aylmar. Ils sont gabonais, hollandais, belges et allemands. Ce sont les gardiens de la jungle. Avec ses lagunes et ses forêts qui abritent des centaines d'animaux et des milliers d'essences rares, le Gabon possède un environnement naturel d'une richesse exceptionnelle. Assurer la pérennité de ce patrimoine et le mettre en valeur est une priorité pour les équipes du WWF. L'enjeu est de taille car ces hommes ont décidé de relever le défi de la création du parc national de Loango. Ils ont pour objectif de réussir la plus ambitieuse action de protection de la nature jamais tentée à ce jour. Parviendront-ils à faire de leurs rêves une réalité? Première étape de cette gigantesque entreprise, le recensement de la faune. Le long de la façade maritime qui jouxte le parc, les premières équipes installent leur camp de base au bord de l'océan Atlantique. C'est Marc de Thiers, un spécialiste de la conservation de la faune d'Afrique centrale, qui supervise cette mission. Alors, Guy, tu viens? Et Willy, donc nous sommes ici pour faire un peu du monitoring écologique. On va se diviser en deux équipes. Une équipe va faire le monitoring sur la plage, d'accord? Et une autre équipe va faire le monitoring en forêt. L'objectif, c'est de voir un peu la faune qui est ici et voir aussi s'il n'y a pas trop d'activités humaines illégales. Sur le terrain, Marc coordonne les opérations de lutte anti-braconnage, de monitoring écologique et de délimitation physique du parc. Alors, vous notez, Martial, c'est toi qui vas l'avoir en main, tu notes tous les animaux que vous voyez, okay, le nombre et aussi tout ce qui est crotte. Et sans faire la distinction entre ce qui est vieux ou récent. D'accord ? Il y a deux éléphants. Toi-même avec un petit. Attention. Là, c'est bon. Oui, là. Chaque équipe se compose de 4 pisteurs spécialement formés aux techniques de recensement. Le monitoring écologique consiste à faire un suivi de la faune, notamment en comptant le nombre d'animaux qui vivent dans le parc. C'est une étape indispensable pour étudier l'évolution et les variations de leur population dans le temps. Ils sont 4, hein. Il y a 3 adultes et un éléphanteau. En plus des opérations de comptage, les éléphants font aussi l'objet d'attention particulière. Afin de dresser leur carte d'identité, les pisteurs cherchent à détecter des signes distinctifs comme une oreille abîmée, une défense brisée ou une blessure sur la trompe. Ainsi, les autorités du parc espèrent mieux comprendre leurs règles de territorialité. Cela permettra d'éviter que des plantations ne voient le jour à proximité des couloirs de migration des pachydermes. Les deux, s'il te plaît. Ils étaient au nombre de combien? 4. 3 adultes et un éléphant. Ok, merci. Marc a repéré de nouveaux indices, une série d'empreintes fraîches. 3 espèces animales s'aventurent régulièrement sur les plages du parc de Loango. Les éléphants, les hippopotames et les buffles. Tous aiment venir brouter l'herbe goûteuse des petites savanes, saupoudrées par les embruns de l'océan. Forêt et savane sont le terrain de jeu favori de Marc. Il vient de repérer un troupeau de buffles d'une vingtaine d'individus. Afin de se déplacer plus facilement dans la forêt dense, ils sont plus râblés que leurs cousins des savanes de l'Est de l'Afrique. Et même s'ils semblent placides, le danger est bien réel. En quelques secondes, sur ce terrain découvert, Marc serait à la merci des buffles s'il décidait de charger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir toujours approcher au maximum ces animaux. Et moi, je trouve ça fabuleux de pouvoir lire toutes ces traces, tous les petits signes, tout ce qui est différent dans la forêt parce qu'un animal est passé par là. C'est un art, c'est l'art du pistage. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Observer les buffles avec
le bruit de l'océan, c'est assez fabuleux. Ouais. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut voir ça, où on peut voir des buffles à côté de la plage. À partir du moment où quelque chose est unique, ça mérite d'être protégé. Tu as déjà rentré le point Oui, que tu as mis sur la carte? Oui, j'ai rentré quelques-uns. Ok, comme ça on commence à partir de Gamba. Survoler d'abord la lagune pour voir aussi les activités humaines, etc. On va essayer de faire un comptage de toute la côte du parc de Luango et ses zones jusqu'à Gamba. Certaines zones de la région sont entourées de marécages. Cela rend impossible toute tentative de comptage de la faune depuis le sol. Bas Huybrechts, le chef de projet WWF pour le parc de Luango, continue donc le recensement à bord d'un hélicoptère. Mais il faut l'œil averti de ce gardien de la jungle pour repérer les animaux et les recenser depuis le ciel. Diplomate par nature, Bas est la courroie de transmission entre les hommes de terrain et les autorités locales. Installé au Gabon à l'année, il connaît tous les secrets des forêts et des clairières où les grands herbivores comme les buffles s'alimentent en toute saison. Au cœur de la zone forestière du parc, une autre équipe recense tous les indices attestant de la présence des grands singes. Depuis l'aube, Aylmar Kuhl, un jeune biologiste allemand de l'Institut Max Planck de Leipzig, et ses deux guides suivent une piste. On trouve des grottes de gorilles, ici. Ce sont des chimpanzés? Oui, c'est des chimpanzés. C'est 1, 2... Il y a un troisième venu là-bas. Un troisième. Oui. Oui. 2 ou 3 jours. Les forêts gabonaises abritent deux espèces de grands singes, les gorilles de plaine et les chimpanzés d'Afrique centrale. Ces animaux sont aujourd'hui gravement menacés d'extinction. Si rien n'est fait pour les protéger, la déforestation et le braconnage finiront un jour par leur être fatal. Le but d'Aylmar et de son équipe d'éco-garde est de mettre en place un écotourisme basé sur l'observation de ses cousins de l'homme. Les chimpanzés vivent en grandes communautés composées de plusieurs mâles dominants, de femelles et d'une multitude de petits. Dans certaines régions du bassin du Congo, ces groupes peuvent atteindre 150 individus. Pour le moment, la cohabitation est difficile et la présence des hommes rend les singes nerveux. Ils n'arrêtent pas de sauter d'arbre en arbre. Cela rend très difficile le comptage des membres du groupe. Basile, le pisteur de Aylmar, va essayer de calmer les chimpanzés et de les attirer au sol. Basile imite à la perfection le cri du céphalophe, une petite biche d'Afrique centrale. Pour tous les animaux de la forêt, cet appel signifie « tout est calme, n'ayez crainte, vous pouvez sortir ». D'un instant à l'autre, les hommes s'attendent à voir apparaître l'un ou l'autre des membres du groupe. Petit à petit, à une dizaine de mètres de Aylmar et Alain, une silhouette se redresse. Mais elle est trop massive pour être celle d'un chimpanzé. C'est un puissant gorille mâle, un dos argenté. Pour l'équipe primate, c'est un formidable cadeau de la nature. Les gorilles sont des animaux farouches qui ne se laissent pas approcher facilement. Les hommes retiennent leur souffle et savourent l'instant. Il est difficile d'observer leur comportement à travers le rideau dense de la végétation de la forêt équatoriale.
Les gorilles de plaine vivent sous la protection d'un mâle dominant qui atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 12 ans. Le pelage de son dos prend alors une couleur argentée, caractéristique dont le gorille tire son nom. Il veille sur un groupe de 7 à 12 individus composés de femelles et de jeunes. Les gorilles évoluent sur un territoire de 10 à 20 km² à l'intérieur duquel ils se déplacent quotidiennement pour rechercher leur nourriture. Nomades, ils dorment tous les soirs dans un lieu différent. Et chaque membre du groupe est tenu de bâtir son propre nid, au sol à la saison sèche et dans les arbres à la saison des pluies. Les gorilles de plaine s'alimentent d'une grande diversité d'espèces végétales. Herbes, écorces, racines, feuilles, le choix est vaste dans la forêt équatoriale. Mais ce sont surtout les fruits charnus dont ils raffolent. Pour en trouver, ils n'hésitent pas à parcourir plusieurs kilomètres par jour. J'ai déjà passé plus de 15 mois sur le terrain ici en Afrique. C'est toujours très difficile d'observer des gorilles et leur comportement dans cette forêt dense. Cela a dû arriver 3 ou 4 fois. Mais les voir de cette manière et aussi longtemps, c'est la première fois. La mission des équipes de terrain ne s'arrête pas au seul recensement de la faune et à sa protection. Pour créer un parc national, il faut aussi en déterminer les limites physiques. C'est un travail colossal car le parc de Loango couvre une superficie de 1500 km². Grâce à un GPS et une carte comportant une série de points qu'il faut relier, le conservateur du parc, Augustin Mihindu, va tracer de grandes lignes droites dans la forêt. Mais la topographie des lieux ne va pas leur faciliter les choses. Ça, préparez vos bottes, retoussez vos pantalons, nous allons crapailloter. Ouais, tout droit, un peu à gauche, basse. Bas Soybrecht et Augustin Mihindu attendent depuis longtemps d'accomplir cet acte hautement symbolique. Il marque le début de l'existence physique et légale du parc de Loango. Tu vas mettre une plaque sur l'arbre. D'accord? Ouais. Tiens l'appareil photo. C'est la première plaque qu'on met dans le parc de Loango quand même. Hein? Non, aussi. Regarde un peu là. Ouais, super. Ouais. Voilà. Formidable. Ouais. Visible à distance, fluorescent même avec la lumière. Facile à identifier. C'est le parc national dans la délimitation est claire. Ça y est, l'équipe peut être fière. Après des années d'attente et d'espoir, le rêve est enfin devenu réalité. Le parc national de Loango fait partie des 15 parcs nationaux du Gabon. Mais la mission n'est pas finie pour autant. Il faut poursuivre les efforts et continuer l'inventaire de la faune sauvage. Les équipes de monitoring écologique s'intéressent maintenant aux animaux qui peuplent la lagune du parc. Avec les éléphants, les buffles et les primates, les hippopotames sont la 4e espèce de grands mammifères que l'on peut observer à Loango. Ce grand herbivore, aussi agressif que craintif, n'hésite pas à disparaître sous l'eau au moindre danger pour mieux réapparaître à proximité de la barque et peut-être la faire chavirer. Il faut rester vigilant. Son nombre combien là? On a compté, il y a 8. Donc 4 adultes et 4 petits. Pour les gardiens de la jungle, le travail ne s'arrête jamais, même si parfois le recensement des espèces peut paraître fastidieux. Il faut le poursuivre sans relâche. Et seule la passion de la nature, chevillée au corps, est le moteur de l'action. De leur côté, les pisteurs de l'équipe forêt suivent les traces d'une famille d'éléphants. Se déplacer dans le labyrinthe de lianes et de feuilles est éprouvant. Il fait chaud et humide. Les températures atteignent souvent plus de 35 degrés et les animaux sont plus difficiles à approcher. Ah mais tiens, corde d'éléphant. Certainement que c'est dans la matinée ou dans la soirée. Certainement dans la matinée. Dans la matinée. Elle a encore au moins un beau parfum. Hein? Ouais. Regardez même les empreintes.
De nouveaux indices remettent les éco-gardes sur la piste des éléphants. Et quelques heures plus tard, la pérégrination s'achève là où elle a commencé, le long des savanes côtières. En arrivant sur la plage, l'équipe ne peut que se rendre à l'évidence. Les éléphants les devancent d'une bonne longueur. Ils décident de poursuivre en voiture pour les retrouver. Près du camp, les pisteurs repèrent enfin la famille d'éléphants. Chaque soir, à la tombée du jour, les pachydermes sortent de la forêt et viennent finir d'ingurgiter ici les 200 kilos de végétaux dont ils se nourrissent quotidiennement. Visiblement, ces trois-là n'ont pas envie d'être dérangés à l'heure du repas, et ils ne tardent pas à le faire savoir. Tout en protégeant leurs petits, ils n'hésitent pas à venir défier les occupants du véhicule. Aujourd'hui, une trentaine d'éléphants ont été comptés le long de la plage. Selon les premières estimations globales, il y aurait environ 8000 éléphants dans le parc de Loango. Cette forte densité de pachydermes risque malheureusement d'entraîner une augmentation des conflits avec les populations locales. Les gardiens de la jungle sont aussi les garants de la bonne entente entre les hommes et la faune sauvage. Il y a quelques jours, des villageois ont signalé la présence de restes d'éléphants à proximité des plantations situées à la lisière ouest du parc. C'est l'occasion pour la première patrouille d'éco-gardes récemment recrutée de se rendre sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Il y a les traces là. Mais l'équipe de surveillance et de lutte anti-braconnage dirigée par Manasseh Mba II arrive trop tard. Ces ossements appartiennent à ce qui fut autrefois un éléphant. Les restes, la peau, comme les 2 ou 3 tonnes de chair ou les précieuses défenses d'ivoire, ont été soigneusement récoltés. Ça doit faire comment, hein? Ils ont dû tirer l'éléphant, tu vois, dans les lisières là. Et il est venu mourir ici. Il y a des os à gauche à droite là? Ouais. Ça, c'est sûr que ça a été entraîné par d'autres éléphants. Parce qu'ils arrivent toujours dans les lieux là où on a abattu un de leurs. Ils essaient d'éparpiller les os, peut-être cacher les pointes parfois. Et même s'ils trouvent que c'est encore en entier, ils essaient de tirer pour aller cacher. Et là où il y a des arbres, ils cachent parfois les branches pour couvrir. C'est ça ici. Ce forfait est-il dû aux braconniers ou aux villageois excédés de voir leur plantation ravagée par les pachydermes? Les gardiens de la jungle partent mener l'enquête. Les éléphants ne sont pas les seules victimes du braconnage. Chaque année, à partir du mois de novembre, les plages du parc de Loango sont sous haute surveillance. Des bénévoles du WWF sillonnent le littoral à la recherche des traces de tortues luttes. Depuis la nuit des temps, ces reptiles viennent pondre sur les plages du Gabon après un long voyage à travers l'océan Atlantique. Le travail de comptage et de protection des tortues va durer 4 mois pendant toute la saison de ponte. Un jeune Hollandais, Sébastien Verhagen, à peine âgé de 29 ans, dirige le camp. Ah oui, c'est bien. Salut les hommes. C'est la fatigue? Oui, la fatigue. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Alors ça se repose un peu? Oui. Alors vous êtes rentré à quelle heure ce matin? À 6 heures. C'est pas démotivant de travailler toute la nuit dehors et la journée dormir dans une tente qui est chaude avec très peu de tortues? Ah si, quelquefois c'est démoralisant à marcher chaque soir. Ça fait déjà 2 nuits, pas de tortues. Ouais. Et le braconnage, vous avez déjà constaté le braconnage sur ce site-là? Oh, hier soir. Ouais. Une lutte. Une tortue lutte. Ouais. Quoi ça? Je crois que c'est un cadavre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je crois une tortue. Une tortue? Ouais, une tortue. Oh là là.
je crois, pour un chalutier qui est à l'origine de ce désastre. Par rapport à leur filet, il s'est fait prendre et puis il le libère, quoi, et puis il vient échouer comme ça, au bord du littoral. Il est difficile à identifier. Hein. Il y a un qui c'est un autre là-bas? Oui, oui. Là, c'est un autre. Dans la nuit, il y avait deux de ce côté. Nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà signaler qu'il y a des chalutiers qui viennent ici tout près. Laisser les autorités après que ça ne suit pas. Tout ce qui est PV, tout ce qui est amende, etc., ça ne suit pas. Et quand on signale quelque chose, le bateau va être peut-être mis à quai pendant une quinzaine de jours, et puis après, hop, ça recommence. Au camp, l'ambiance est morose. Le moral de l'équipe est au plus bas. La présence de ces chalutiers fait peser une menace supplémentaire sur les tortues luttes déjà malmenées par les braconniers. Il va leur falloir une sérieuse motivation pour repartir au combat. Seules quelques heures de repos peuvent apaiser corps et âme. Il est 4 heures du matin. À quelques kilomètres du camp, une tortue lutte achève de recouvrir ses œufs. L'équipe de nuit est au rendez-vous. Après avoir pondu, la tortue fabrique toujours 4 ou 5 faux nids dans le sable autour du vrai. Cette ruse doit empêcher les crocodiles, les lézards et les serpents de trouver les œufs soigneusement enterrés à seulement quelques mètres de là. Puis, toujours pour brouiller les pistes, elle multiplie les traces de son passage dans le sable. De leur côté, les hommes ont fini d'inspecter la plage. Cette nuit, ils n'ont recensé qu'une seule tortue. Mais sont-ils arrivés avant les braconniers? Oui, elle a fondu, hein? Oui, apparemment, elle a fondu. Parce qu'elle a laissé quelques œufs. Hein. Mais ça ne veut pas dire que le nid est par là? Non, je ne pense pas. Le nid n'est pas par là. Après la ponte, qui a duré 2 heures, la tortue épuisée rassemble ses dernières forces pour traîner ses 400 kilos vers la mer. Avant de laisser l'animal rejoindre les profondeurs de l'océan, les hommes doivent l'étudier. Il faut agir le plus rapidement possible pour ne pas gêner la tortue, impatiente de retrouver l'élément liquide. Oui, c'est Eustache. On a trouvé une tortue qui vient de monter là. Je crois qu'elle a déjà pondu, mais venez avec des appareils comme ça, on va la baguer et la mesurer. Oui, elle a déjà pondu. Ok, mais faites vite, on vous attend là. Oui, oui, à tout à l'heure. Mais la tortue ne semble pas décidée à attendre le reste de l'équipe. Les éco-gardes décident d'agir. Première étape, vérifier si elle est équipée d'un transpondeur, une puce électronique qui permet de l'identifier avec précision. Je cherche le transpondeur.
Comme celle-ci en est dépourvue, on lui en injecte un sous la peau. Grâce à ce transpondeur, il sera possible de compter les séjours de cette tortue sur les plages gabonaises, mais aussi sur des aires de repos situées de l'autre côté de l'océan Atlantique, sur les côtes sud-américaines. Chaque année, les tortues effectuent de longues migrations sous-marines pour venir pondre leurs œufs sur la plage de leur naissance. Les tortues possèdent des caractéristiques physiques qui leur sont propres, comme des taches sur le corps ou encore des cicatrices sur les nageoires. En plus de ces signes particuliers, leur mensuration complète la fiche signalétique. 1,48 m. Combien? 1,08. C'est bon. Combien? 0,40. Ok, c'est bon. Troisième et dernière étape de cette étude, le prélèvement d'un petit morceau de peau. Cet échantillon servira plus tard à établir la carte d'identité génétique de la tortue. Le numéro du tube, c'est R507. Hein? Numéro de tube. L'auscultation est terminée. À bout de force, la tortue reprend sa route. Encore quelques mètres à parcourir et elle pourra rejoindre les eaux sombres de l'océan, son refuge. Le jour se lève et les hommes sont toujours à la tâche. Il leur faut maintenant agir vite. Il reste moins de 4 heures pour retrouver les œufs de la tortue et les mettre à l'abri. Passé ce délai, leur manipulation entraînera la mort des embryons. Les œufs sont enterrés là, à environ 1 mètre de profondeur. Ah voilà, c'est là. Le sachet. Le sachet ou le bassin qu'on a ramené? Tous les œufs, une 60aine au total, vont être ramassés. Ils finiront leur maturation enfouis dans le sable de l'écloserie du camp, où ils se développeront loin des prédateurs et des braconniers. Ah ouais, c'est fini. Ok. C'est ça, c'est fini. Mais une question taraude l'esprit des spécialistes. Les premiers œufs de tortue prélevés cette année ont-ils été collectés à temps? Pour le savoir, il leur faudra encore attendre 2 mois, délai qui les sépare de l'éclosion. Voilà. Ok, parfait. Super. Marc de Thiers a fini le recensement des grands mammifères. Augustin Mihindou, le conservateur du parc de Loango, et Bas Huybrechts, le chef du projet VVF, ont achevé de délimiter les frontières du parc. Ah, les hommes, bonne arrivée. Salut Marc. Ça va? Bonne arrivée. Ça
Ça va? Ça va, ça a été? Les missions de comptage ont révélé la présence de nombreux animaux de différentes espèces. Dans le même temps, d'importants indices d'activité humaine et de braconnage ont été aussi remarqués. Il ne faut pas être 4 mois pour pouvoir voir les éléphants sur la plage, les buffles. Dans une petite période de 10 jours pendant laquelle vous étiez, vous les avez rencontrés plusieurs fois ou... Oui, plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois. Des pièges ont même été localisés. Augustin Mihindou, le conservateur du parc, décide d'agir le plus vite possible. Dans un premier temps, il faut sensibiliser les populations locales tout en renforçant la lutte contre le braconnage. La chasse illégale fait des ravages dans les parcs nationaux qui ne sont plus tolérables. Toute la faune sauvage est directement menacée par le trafic de viande de brousse. Chaque année, plusieurs dizaines de tonnes de gibier sont prélevées pour alimenter les étals des marchés des grandes villes du Gabon. Immédiatement alertés, Manassé Mba II et ses éco-gardes se rendent en forêt où les pièges ont été repérés. Leur mission, les détruire tous. Pour le chef de lutte anti-braconnage, cela ne fait aucun doute. Les individus, poseurs de pièges, sont certainement ceux qui ont abattu l'éléphant il y a quelques jours près des plantations à la lisière du parc. Pour optimiser les recherches, les hommes se séparent en 2 groupes. Des collets destinés à attraper les biches et les petits mammifères sont dissimulés un peu partout le long des pistes de passage des animaux. Au vu du nombre de pièges, les braconniers font certainement partie d'une bande organisée. Seul un réseau bien rodé peut assurer la collecte d'autant d'espèces et leur acheminement vers la ville. Installer des pièges à l'intérieur du parc, là où le gibier abonde, semble un jeu d'enfant pour les braconniers. C'est dramatique car toutes les espèces consommables de plus d'1 kilo sont menacées par ces câbles d'acier. Les éléphants ne sont pas non plus épargnés par les braconniers. Ils sont chassés pour leur viande, mais aussi pour leur précieuse défense d'ivoire. Combien d'animaux seront-ils tués aujourd'hui pour alimenter un trafic qui entraîne la disparition de tant d'espèces? Quand survivre devient une priorité, chasser, même dans les aires protégées, reste la seule solution. Mais ce ne sont pas les habitants des villages alentours qui menacent les éléphants. Les ennemis sont les braconniers professionnels que les éco-gardes vont devoir traquer sans relâche. Bas Huybrechts peaufine les derniers détails d'une intervention d'envergure. Son but, éradiquer les marchés clandestins de viande de brousse qui se tiennent à la lisière du parc et mettre hors d'état de nuire ceux qui les alimentent. Il y a dans quelques parcs il y a encore des problématiques avec l'exploitation illégale du bois. Dans certains parcs, il y a des petits villages à l'intérieur de ces parcs. Alors il y a une menace de l'agriculture qui menace sur la forêt. Mais la menace la plus importante, c'est la chasse, surtout la grande chasse commerciale pour alimenter les villes. Sans plus attendre, l'équipe d'intervention se dirige vers le parc. À bord du véhicule, les éco-gardes et leur chef, Manassé Mba II. Je te reçois. Le premier marché, RAS, rien à signaler, c'est vraiment vite. Ok, bon, deuxième. Je t'appelle tout à l'heure. Ok. Les hommes sont maintenant en état d'alerte permanent, bien décidés à sévir. Vous avez les papiers du fusil? Au Gabon, les populations rurales chassent toutes de la viande de brousse pour leur subsistance. Il faut marcher avec les papiers. Hein. C'est très important, les papiers de fusil. C'est pas seulement pour vous embêter, mais c'est une assurance pour toi-même quand tu as un fusil avec les papiers. Il faut prendre le numéro. Manassé combat en priorité les grands excès de chasse. Pour 2 cartouches et un fusil sans papier, un serment suffira.
Le but n'est pas de provoquer la colère des villageois, mais au contraire de les informer en faisant distribuer des extraits de la réglementation. Donne pour le village. Donc vous allez lire ensemble. Vous allez à peu près comprendre tout ce qui est dedans. La recrudescence du braconnage menace aussi les primates. Pour en mesurer l'impact, Bas Huybrechts charge Aylmar Kool d'enquêter dans les zones du parc situées à proximité des marchés clandestins. Aylmar doit apporter des preuves quant à la présence des singes. Mais il y a très peu d'indices, alors indirectement on peut déjà presque être sûr que ça doit être une zone en forte pression de chasse. Voilà, ouais. Pour relever des indices probants sur une probable zone de chasse, Aylmar installe des caméras pièges placées au-dessus des pistes qu'empruntent les animaux. Non, faut tirer. On tire. Comme ça les soulage. Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Voilà. C'est bon, c'est solide? C'est solide, oui, ça va. Si un animal traverse le faisceau invisible de la cellule photoélectrique reliée à la caméra, il la déclenchera automatiquement. Oh, la pluie commence. C'est bon? Ouais, vas-y. Malgré les conditions climatiques, les gardiens de la jungle sont déterminés à en finir avec le braconnage. Rien ni personne ne peut venir altérer leur morale, qui, lui, est au beau fixe. Dans une autre partie du parc de Loango, la mission de comptage et de protection des tortues s'achève. Sébastien Verhagen et son équipe dressent un premier bilan de leur travail. Dans la nuit du 7 au 8, le comptage de traces au sol, c'est négatif. Il en est de même pour la date du 8 au 9. C'est pas fait d'identification, il n'y a rien. Le comptage de traces au sol, il n'y a rien. Ok. Pas beaucoup de tortues cette semaine. Ok. Malgré les efforts de l'équipe, la présence des tortues luttes sur les plages de Loango est en baisse. La présence des chalutiers et la recrudescence du braconnage suffisent-elles à expliquer ce phénomène? Malgré ces mauvaises nouvelles, Guy Serge et Aubin ont ce matin une bonne surprise. Pendant la nuit, une quinzaine de tortues luttes sont nées dans les closeries du camp. C'est un succès car ce sont les toutes premières depuis le début du programme. Si tout va bien, ces bébés de quelques heures à peine reviendront dans quelque temps pour suivre l'œuvre millénaire de leurs ancêtres, pondre et donner la vie sur la plage qui les a vus naître. Les opérations de sensibilisation et de lutte anti-braconnage se poursuivent de plus belle. Manassé a décidé de frapper fort et de faire cesser les ravages subis par les populations animales du parc. Les éco-gardes ont donc dressé un barrage sur la route pour appréhender d'éventuels suspects. Sifflet. Ok. Ça va? Ouais, on va jeter coup d'œil rapidement. Ça c'est pour clôturer ma plantation.
contrôler rapidement de celui qui est derrière. Rien n'est laissé au hasard, car chaque voiture est susceptible de transporter des chasseurs, des armes et de la viande de brousse. Sans relâche, il faut fouiller, informer, sensibiliser et parfois même rappeler à l'ordre. Si tu abats un bandit avec un fusil qui n'a pas de papier, c'est toi qui risques même d'avoir les problèmes. Donc il faut toujours faire les papiers des fusils. Les contrôles et les saisies se poursuivent toute la journée, confortant Manassé quant au bien fondé de son action coup de poing. Mais le plus souvent, c'est à la tombée du jour que les braconniers quittent leur campement pour rallier les villes où se tiennent les marchés clandestins. Vite, 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 les gens sont fatigués. Manassé presse son équipe d'agir vite car il sent que la situation pourrait très vite dégénérer. Vous regardez ça aussi. Vous voyez dans ce genre de contrôle. Là-bas, s'il vous plaît, le nombre de fusils saisis ne laisse planer aucun doute. Leurs propriétaires ne chassent pas pour assurer leur subsistance. Malgré l'absence de gibier, ces hommes risquent une forte amende et une peine de prison. Mais dans les faits, ces sanctions sont rarement appliquées, faute d'une réelle volonté des autorités. Oui. Bonjour Sébastien, depuis Gamba. Bonjour. Je t'appelle pour avoir un peu de nouvelles de Hjalmar et son équipe. Parce que ça fait quand même maintenant environ 2 semaines qu'ils sont partis en forêt et on n'a pas de nouvelles. Alors je commence à m'inquiéter un petit peu là. Non, là on ne sait pas, hein, parce qu'on est sorti de Morindi hier. Ah oui. Alors tu es aujourd'hui à Tchibanga, c'est ça? Ok, mais très bien. Alors effectivement, s'il y a des nouvelles de Hjalmar, je suis toujours joignable. Ok, à la semaine prochaine, hein, bon travail. Ok, salut Manassé. Du côté de l'équipe d'Hjalmar, tout va bien. Ils sont toujours en forêt et les pisteurs ont commencé à récupérer les caméras pièges qu'ils ont installées 2 semaines plus tôt. Que vont révéler les images? Et ça a marché. Ça a marché. C'est chouette ça. Oh, ça c'est quoi? Oh, ça ne va pas bien. Ce sont des petits singes. Ouais, ouais. Ah, je crois que ce sont les torcatus. Ah oui, oui, si. Mais ils sont nombreux, Oh, ils sont partout. Ouais, regarde. Oh là là. Mais ça c'est très bien. C'est très bien. Très bien, oui. C'est super, c'est beau. Hein. Ça a bien filmé. Hein. Oh, un gorille. C'est un dos argenté. C'est un dos argenté. Ah. Il est super. Ah, il est vraiment grand. Il sent quelque chose. Là, il sent quelque chose. Derrière, un peu plus loin. Ah oui, ici. Oui. Celui-là était une femelle. Une femelle, oui. Oh, c'est avec un bébé. Avec un bébé. Mais c'est bien ça. Ouais, c'est bien, très bien, ouais. Oh, voilà, voilà un doigt argenté de 1m92. Ça, c'était vraiment la chance. Grâce à ces caméras pièges, Hjalmar apporte bien la preuve que la zone pressentie par Bass est régulièrement visitée par les grands singes. Hey, bonne arrivée. Les soldats de Moukalabadoudou. Hjalmar, il est vivant? Oui, il est vivant. Et toi? Ouais, ça va bien, oui. Ah, vous amenez toutes les saisies. En plus des saisies, les éco-gardes ont aussi arrêté 3 hommes en flagrant délit de braconnage dans le parc de Loango. Ils vont être déférés au parquet. Plus tard, ils seront jugés au motif de braconnage dans une aire protégée. Si on peut dès le début montrer un bon exemple, je pense que c'est effectivement important de montrer aux gens que le braconnage c'est niet dans les parcs. Alors il faut tout de suite réagir très fort. Les journaux locaux publient régulièrement des articles décriant le braconnage. Mais il faudra bien plus que cela pour influencer l'opinion publique
et modifier durablement les comportements. Tous les gens ne peuvent pas être d'accord avec nous au départ, mais je pense qu'avec le temps, la plus grande partie de la population va comprendre qu'il faudrait que les gens changent de mentalité. Et surtout que la loi n'interdit pas de manger, mais il faut faire avec manière, il faut éviter les excès. Et c'est justement pour éviter ces excès que l'on a construit à Panga, à l'entrée sud du parc, la première antenne de surveillance. L'objectif, c'est de mettre des éco-gardes ici, là, comme ça, au moins ils auront un œil là-dessus, quoi, surtout les 4x4 qui rentrent ici pour aller braconner dans le parc. Ce n'est pas le petit chasseur du village qui est le grand braconnier. Et ce sont les chasseurs professionnels qui sont très souvent appuyés par des gens qui ont des moyens, qui sont très souvent au Gabon des autorités locales. Face au braconnage et à la corruption, la meilleure arme reste encore la sensibilisation des générations futures. Elles seules pourront faire évoluer les mentalités et changer la situation. Qui a déjà mangé un éléphant? Lève le dos. Alors, j'ai quand même nombreux. Alors, vous tous, si vous voyez par exemple vos parents aller à la chasse, va tuer 50 gazelles, va tuer 30 porcs-épics, va tuer 40 singes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, à votre niveau. Oui. Nous allons leur demander d'arrêter. Ah, demander d'arrêter. Pourquoi vous allez demander d'arrêter? Parce qu'il détruit notre faune. Il est en train de détruire votre faune, n'est-ce pas? Oui. La faune appartient à qui? Eh, bravo pour lui. Ça veut donc dire que lorsque, par exemple, on protège l'environnement, on a l'idée de sensibiliser, on vient vers les générations futures, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà.